Bonjour à tous. Veuillez excuser mon absence ce matin. J'étais à une autre réunion dans le sud de la France, donc je suis rentrée à l'heure du déjeuner. J'espère que c'était bien ce matin. Donc, moi, je vais faire un petit point sur les essais cliniques dans le mélanome uvéal. Alors, il y a un certain nombre de diapos que vous avez déjà vus l'année dernière, parce que les essais cliniques, ils avancent pas de façon très très rapide d'une année à l'autre. Mais il y a des choses nouvelles que je vais vous expliquer. En tout cas, je vais essayer. Donc, le tebentafusp, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, vous connaissez ce médicament. Maud vous a extrêmement bien expliqué comment il fonctionne. Donc, on peut dire que c'est une immunothérapie spécifique qui va chercher des cellules particulières qui expriment de façon importante, c'est toutes les petites taches marron là sur la slide ici, un antigène de surface qui est mélanocytaire. Donc les mélanocytes, c'est la peau et la rétine, ce n'est pas que la rétine. Et alors il y a aussi un élément qui fait que les mélanomes cutanés répondent moins bien au tebentafus, c'est qu'elles surexpriment beaucoup moins cet antigène de surface que les mélanomes UVO. Je vous ai montré les résultats de l'étude pivotale avec ce médicament qui a conduit à son enregistrement, donc avec une amélioration de la survie des patients qui recevaient le médicament. C'est la courbe en bleu versus ceux qui ne la recevaient pas. Et beaucoup plus intéressant, même les patients qui ont une progression de la maladie, quand on la mesure avec des centimètres sur une IRM, il y a une amélioration de la survie. Et ça, c'est assez nouveau d'avoir une amélioration de survie chez des patients dont la tumeur progresse. On peut donc envisager de traiter les patients, comme on dit, malgré la progression, treatment beyond progression, on dit en anglais. Et combien de temps on va les traiter? Comment on va évaluer la maladie? C'est des questions qui se posent en ce moment. La mise à jour de la même étude, tout ça je vous l'ai montré l'année dernière, en 2023, a confirmé le bénéfice avec ce médicament. Donc à plus long terme, les patients qui restent sous tebentafusp ont un bénéfice en survie qui est prolongé dans le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de patients qui ont une diminution de leur tumeur, qui est une petite diminution ou une non-progression, nous disons une non-progression, sans pour autant que les métastases disparaissent ou qu'elles diminuent de façon très importante, plus de 30% pour que ça soit significatif selon les règles habituelles d'évaluation de la tumeur. Et donc, vous voyez, ce schéma, ça s'appelle un swimmer plot parce que ça ressemble à une piscine avec des couloirs de nage. Tous les couloirs de nage en Bordeaux, c'est des patients qui sont sous tebentafusp. Et plus ils nagent loin, plus ça veut dire que le traitement, il a été prolongé. Donc là, l'échelle, c'est en mois. Donc 48 mois, c'est 4 ans, c'est là. Voilà. Donc vous voyez, il y a des patients qui nagent longtemps sous tebentafusp. Et dans l'étude importante de phase 3 dont je voulais parler, en bleu, c'est les patients qui ont le traitement standard. Vous voyez qu'ils nagent beaucoup moins loin. Donc il peut y avoir une diminution de la tumeur ou une non-progression de la tumeur pendant des mois, voire des années avec ce traitement, sans qu'il y ait vraiment une diminution importante de chacune des métastases. Donc ne soyez pas déçus quand nous vous disons la maladie est stable, elle ne progresse pas, le traitement contrôle la maladie. On peut vivre avec une maladie, on peut vivre avec un cancer, et ce médicament en est la preuve. On a donc cherché des façons alternatives de mesurer l'efficacité du traitement. Ça aussi, je vous l'ai déjà montré l'année dernière. Une piste, et je suppose que mes collègues en ont parlé tout à l'heure, c'est l'ADN tumoral circulant. Vous en avez parlé tout à l'heure de l'ADN? Non, pas du tout. Ok. Donc l'ADN tumoral circulant, c'est des petits bouts d'ADN tumoral qui se baladent dans le sang et qu'on va pouvoir repérer par des tests biologiques particuliers parce qu'ils expriment des anomalies génétiques, des mutations qui n'existent pas dans les cellules normales de votre sang. Donc il y a une espèce de différentiel entre des cellules normales, des cellules tumorales, par rapport à l'expression de certains gènes. Et donc, nos chercheurs ont mis en place des tests qui nous permettent de repérer ces petits bouts qui circulent. Et donc, dans l'étude qui a montré un bénéfice en survie avec le tebentafusp, pour les patients qui avaient de l'ADN tumoral circulant détectable
dans leur sang avant de commencer ce tébentafusp, eh ben, la grande majorité d'entre eux, 88% d'entre eux exactement, ont eu soit une diminution drastique, importante de ce taux d'ADN tumoral circulant après 9 semaines de traitement. Et pour certains d'entre eux, c'est en bleu foncé là, 37% ont eu une disparition de l'ADN tumoral circulant. Il n'y en avait plus. On ne pouvait plus le détecter. Et c'est ça qui a été corrélé à la survie, c'est-à-dire finalement, quelle que soit la réponse radiologique, même si les métastases progressent, il est possible que l'ADN tumoral circulant disparaisse du sang, et c'est ça qui est corrélé à la meilleure survie du patient. Voilà. Quelle que soit la réponse radiologique. Donc c'est peut-être un meilleur outil, ou en tout cas un outil compagnon, on dit compagnon, pour aider les radiologues et les mesures IRM à évaluer l'efficacité du traitement. Et nos radiologues, ils travaillent sur d'autres critères, par exemple ce qu'ils appellent le taux de croissance tumorale. En gros, si une tumeur croît comme ça, si on est capable de la ralentir, voire de faire diminuer son taux de croissance, c'est aussi une façon de mesurer l'efficacité ou l'absence d'efficacité du traitement. Bref, on essaye de trouver d'autres façons de corréler le bénéfice d'un traitement à son administration. Deuxième partie importante avec ce médicament, c'est qu'il est très bien toléré. Et ça, c'est important pour un traitement qu'on peut recevoir pendant longtemps. La chimiothérapie, quel que soit le médicament, ça a des effets secondaires à court terme, pendant qu'on les reçoit. On perd ses cheveux, on vomit, on a des aphtes dans la bouche, on a la diarrhée, etc., etc. Ça peut avoir aussi des effets secondaires à long terme, être toxique sur le cœur, être toxique sur le rein, par exemple, entraîner une infertilité, entraîner une perte d'audition en fonction des médicaments qu'on utilise. En immunothérapie, donc on n'est pas là pour détruire des cellules tumorales, on est là pour éduquer des cellules immunitaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et c'est les cellules immunitaires qui vont détruire les cellules tumorales. Les effets secondaires vont être différents. Pour le tébentafusp, en fait, ils sont de deux ordres. Des effets secondaires de type réponse immunitaire, on appelle ça l'orage cytokinique ou syndrome de relargage des cytokines. Pour que les cellules immunitaires détruisent des cellules tumorales, elles produisent des protéines qu'on appelle les cytokines et qui vont aller détruire ces cellules. Et donc, la production, la sécrétion de ces cytokines a des effets secondaires. Et puis, comme on vise des cellules qui expriment un antigène de surface de type mélanocyte, on peut imaginer que les mélanocytes de la peau soient touchés et qu'il y ait des effets secondaires cutanés. C'est exactement ce que l'on remarque avec le tébentafusp. Donc, le syndrome de relargage des cytokines, c'est tout ça. En gros, c'est fièvre, hypotension, hypoxie. Hypoxie, c'est manquer d'oxygène quand on respire, se sentir essoufflé et avoir parfois besoin d'oxygène. Et puis, pour la peau, c'est une éruption cutanée qui peut revêtir différentes formes, qui entraîne une sécheresse cutanée, parce que l'inflammation de la peau entraîne une sécheresse cutanée, et ça peut gratter. Donc ça, c'est les deux effets secondaires. Vous avez déjà vu l'année dernière ce schéma. Ces effets secondaires, ils sont surtout à la mise en route du traitement, le premier mois de traitement, et au fur et à mesure des administrations, puisqu'il est administré chaque semaine, ce médicament, on voit que les effets secondaires diminuent en nombre, les bâtons sont moins hauts, et en intensité, les effets secondaires de plus haut grade, ils sont bleu foncé, de grade modéré, ils sont bleu clair. Vous voyez qu'il y a de moins en moins d'effets secondaires de type bleu foncé sur ce schéma. C'est exceptionnel qu'on soit obligé d'arrêter le traitement à cause de la toxicité. Il n'y a pas eu de décès toxique avec ce médicament. Ça peut arriver avec certains médicaments, du paracétamol à la chimiothérapie la plus compliquée. Il n'y en a pas pour ce médicament. Alors, nouveauté par rapport à l'année dernière, tous les patients qui ont été traités par tébentafusp dans un essai clinique, ça fait plus de 400 patients, aux États-Unis, en Australie, en Europe, ont été regroupés pour vérifier la toxicité enregistrée dans les 3 essais. On retrouve les 2 types de toxicité.
Donc vous voyez, pour la toxicité, on va l'appeler immunologique, elle est sévère chez 7 patients sur 410 et on a dû arrêter le traitement à cause de cette toxicité. Chez 4 patients, c'est très très peu, c'est vraiment très peu. Cette toxicité, elle survient le jour du traitement, elle disparaît en 2 jours. Et ceux qui connaissent le médicament pour le recevoir, ben vous voyez qu'on a exactement ce qu'on remarque ici à l'Institut Curie. La fièvre, elle commence entre H, ça veut dire heure 2 et heure 4 après la perfusion. Elle est la plus haute 8 à 10 heures après, en moyenne bien sûr chez les 410 patients. Et la diminution de la tension artérielle, un peu plus tard, 2 heures plus tard, et 16 heures plus tard, c'est le pic. La toxicité cutanée, c'est quasiment tout le monde, sévère chez 20% de patients. Donc surtout, on se gratte, on a cette éruption cutanée et on peut avoir un œdème, un gonflement autour des yeux ou des doigts, avoir moins de facilité à les plier pendant quelques jours. Ça survient en général le premier jour, quelques heures après l'injection. Ça diminue très rapidement dans la semaine, mais finalement, pendant le premier mois, on peut être quand même embêté avec cette toxicité cutanée. C'est pas la peine d'arrêter le médicament, le tebentafusp pour cette toxicité cutanée. Il faut la gérer avec des médicaments de support. Et puis, pour ceux qui continuent le traitement au-delà de 3 mois, on a apparition d'une dépigmentation des poils et de la peau. C'est toujours la mélanine qui est touchée par le médicament. Donc en moyenne, ça apparaît après 80 jours, donc c'est ça, à peu près 3 mois. Et si on arrête le médicament, ça disparaît, c'est-à-dire que les poils et la peau retrouvent leur couleur d'origine. Donc tout ça, c'est issu des données des études cliniques. Donc ce que vous remarquez dans la vraie vie, c'est retrouvé scientifiquement dans les données. Et alors, très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a eu besoin, de quoi on a eu besoin comme médicament pour gérer ces effets indésirables. Pareil, ça vient des études cliniques. Donc, ce qui est important, c'est que les corticoïdes, on n'en a pas eu besoin souvent. On en a eu besoin par la bouche ou par voie injectable, en perfusion, que dans 10% des cas. En revanche, on les a beaucoup utilisés, les corticoïdes, en crème pour les effets secondaires cutanés. Voilà. On a été parfois obligé d'hospitaliser les patients un peu plus longtemps que la nuit qui suit le traitement pour toxicité. Dans les études, c'est 24% des patients et c'était en général un jour supplémentaire. Donc on apprend plein de choses en regardant la totalité des données qui sont disponibles dans un essai clinique, pas seulement l'efficacité, mais également la tolérance du traitement. Le médicament, ça c'est intéressant, c'est pour vous montrer la vie administrative du médicament. Donc, il a obtenu un statut de drogue orpheline en 2021 à la première analyse de l'essai clinique et autorisé pour son utilisation aux États-Unis par la FDA en 2022 et en Europe par l'Agence européenne du médicament dans la foulée, avril 2022. À partir de ce moment-là, le médicament, comme il a un bénéfice en survie, il donne un bénéfice en survie, un véritable avantage pour les patients qui sont éligibles au traitement, donc qui sont dans la situation clinique correspondant à l'indication thérapeutique. Le laboratoire qui fabrique le médicament et qui a généré les essais cliniques doit le fournir aux patients qui relèvent de l'indication gratuitement. Donc là, il n'y a pas de coût ni pour l'hôpital qui est la sécurité sociale en France ou le système de santé du pays en question, ni pour le patient, bien évidemment. Donc l'accès précoce en France, il date du printemps 2022. En 2023, la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé en France a évalué le médicament, quel est le service médical rendu par rapport à ce qui existe déjà pour le traitement de cette maladie, par rapport aux résultats des études disponibles. Le SMR a été important avec un ASMR 3. Donc le médicament a été approuvé en janvier 2023, mais le remboursement par la sécurité sociale
n'a été obtenu qu'en avril 2025. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, printemps 22, printemps 25, même juin 25, le laboratoire a fourni gracieusement le médicament à tous les patients qui relevaient de l'indication, sous la responsabilité des médecins prescripteurs, et on devait faire des prescriptions personnalisées. Donc, chaque patient, de façon anonyme, on faisait une demande personnalisée pour l'initiation du traitement, le renouvellement du traitement. Et tout ça avec un recueil de données pour mieux connaître la tolérance et donc la toxicité du médicament. On appelle ça en vie réelle, en dehors d'un essai clinique. Et les autorités de santé ont demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'un registre de façon à être le plus exhaustif possible concernant les données d'administration, d'efficacité et de tolérance du médicament en vie réelle. Ces données de vie réelle, elles sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Des fois, il y a des études cliniques sur un petit nombre de malades qui donnent des résultats extrêmement encourageants. Quand on fait une étude à plus grande échelle, les résultats sont généralement un peu moins prometteurs que la première étude. Et puis, parfois en vie réelle, parce qu'à chaque fois, on augmente le nombre de patients, l'efficacité, elle peut se diluer un petit peu et la tolérance être moins bonne. En vie réelle, on va proposer un médicament à des patients qui sont, on va dire, un petit peu en moins bon état général que les patients dans un essai clinique. Dans un essai clinique, tous les patients doivent être en excellent état général, avoir un cœur, un rein, un foie qui fonctionnent normalement, ne pas avoir de maladies associées qui pourraient interagir, ou la maladie ou les traitements de cette maladie avec le traitement à l'étude. En vie réelle, on n'a pas le même âge, on peut avoir des maladies associées, des traitements associés et être un petit peu en moins bonne forme. Pourtant, dans l'ensemble des données de vie réelle, et il y en a maintenant un certain nombre, donc il y a des études monocentriques ou en tout cas par pays de recueil, et il y a une étude européenne dans le cadre du réseau des tumeurs rares de l'adulte Euracan, réseau européen auquel nous participons, qui retrouve exactement les mêmes résultats en réponse, donc en efficacité et en tolérance. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. On retrouve à la fois pas beaucoup de réponses, c'est-à-dire de diminution objective des tumeurs. En revanche, une amélioration de la survie de l'ensemble des patients traités dans les essais en bleu, comme dans la vie réelle, la partie en orange. Et en termes de tolérance, je ne l'ai pas mis ici, exactement la même chose. Donc ça, c'est des données importantes qui confirment l'intérêt de ce médicament dans le traitement du mélanome uvéal métastatique. C'est le premier et le seul médicament qui est capable d'améliorer la survie dans cette maladie. Donc, comme dans tous les cancers, quand on a un médicament efficace en situation avancée, on va essayer de l'utiliser en situation plus précoce, et notamment pour essayer d'empêcher soit la survenue, mais plutôt la diffusion des métastases. Parce qu'en fait, les métastases, souvent, elles sont microscopiques au moment, voire avant le diagnostic de la tumeur de l'œil. Mais on n'est pas capable de les repérer à ce moment-là. Hein. Donc, il y a un essai mondial qui est en cours depuis 1 an, qui s'appelle l'essai ATOM, et qui va proposer aux patients qui ont eu le traitement de leur tumeur primitive et qui ont un risque important de rechute, soit sur la taille de la tumeur de l'œil, soit par rapport aux caractéristiques génétiques de cette tumeur de l'œil, avec des anomalies qui s'associent à un risque de métastase plus élevé. Ils sont HLA 0201 positifs, bien sûr, pour être éligibles au tebentafusp qu'ils vont recevoir pendant 6 mois, de la même façon, avec le même schéma d'administration, la même toxicité attendue qu'en situation avancée. C'est ce qu'on appelle une étude randomisée, donc un tirage au sort par un ordinateur. Un patient reçoit le tebentafusp, l'autre ne le reçoit pas et va être suivi de façon trimestrielle au niveau par IRM et scanner. Le but, c'est de diminuer le risque de rechute
de façon significative chez ces patients. Donc ça, c'est en cours. On n'aura pas de résultats avant 2030, je pense. Alors, il y a d'autres essais qui sont en cours avec le tebentafusp. Je m'excuse, il y a des diapos qui sont en anglais, mais je vais vous les expliquer. Donc, il y a un essai qui est déjà clos aux inclusions, qui était en Grande-Bretagne, où il y avait 2 cohortes de patients, et notamment une cohorte de 250 patients avec un mélanome uvéal traité, pour lequel on va suivre l'ADN tumoral circulant à l'issue du traitement de la tumeur oculaire. Et si cet ADN tumoral circulant augmente dans le sang, on va proposer aux patients du tebentafusp avant même qu'il y ait une métastase visible quelque part dans le foie ou ailleurs. Et il y a un deuxième essai, là pour le coup, qui est en cours, qui est ce qu'on appelle un essai néoadjuvant. Alors donc là, pour le coup, la tumeur de l'œil, elle vient d'être diagnostiquée, elle n'est pas encore traitée, et on va donc commencer par un traitement médical avec du tebentafusp pour des patients qui ont la tumeur en place. En situation métastatique, puisque tout seul il donne des résultats intéressants, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on va essayer de le combiner à autre chose. Donc on peut le combiner à un traitement loco-régional, la chirurgie, la radiothérapie, la radiofréquence par exemple, et utiliser le tebentafusp avant la chirurgie. Donc on a parlé de TNEO, je l'ai remise ici dans la cohorte TNEO, mais également en situation néoadjuvante avant le traitement des métastases dans le foie, ou alors on peut le combiner à ce qu'on appelle les traitements qu'on injecte directement dans le foie, les perfusions isolées de foie. Ça peut être utilisé dans différents essais cliniques, et il y a un essai précoce parce qu'il faut être sûr que la combinaison soit possible. Je voulais vous montrer les résultats d'une étude toute récente qui a été montrée au dernier congrès européen de cancérologie en octobre dernier à Berlin, qui s'appelle l'étude Chopin, et c'est justement l'association d'une perfusion isolée de foie et d'une immunothérapie classique qui n'est pas efficace toute seule dans le mélanome uvéal, en tout cas au niveau des métastases hépatiques. Donc à la fois, on va faire une perfusion du foie auquel on va mettre de la chimiothérapie, et puis une immunothérapie pour stimuler le système immunitaire. Donc 76 patients en première ligne ont été traités dans cet essai clinique. Ils étaient tous en très bon état général, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et les résultats de cette étude, à la première analyse, c'est les courbes à gauche, est encourageante, avec une amélioration de la durée sans progression, c'est-à-dire le maintien, le contrôle de la maladie, et même à cette première analyse, une amélioration de la survie. La contrepartie de tout ça, c'est une toxicité importante à droite, et j'ai surligné en rouge les effets secondaires, ce qu'on appelle de haut grade, 3 et 4, plus de 80% chez les patients qui reçoivent la perfusion isolée et l'immunothérapie, versus 40%, donc ça fait x2 avec la perfusion seule. Et la deuxième ligne en rouge, un tiers des malades ont dû arrêter le traitement à cause de cette toxicité dans le bras combinaison, seulement 2% dans le bras perfusion seule. Donc vous voyez, on peut avoir des traitements efficaces séparément, mais si vous les mettez ensemble, attention au cumul des toxicités. Donc c'est pas si simple. Parfois des patients nous disent mais pourquoi vous ne mettez pas de la chimio en plus de l'immuno ou plus c'est pas si simple en fait, parce que plus vous mêlez les fichiers, plus vous risquez d'avoir des toxicités. En tout cas, cet essai, il est prometteur et il va bien dans la mouvance actuelle de combiner un traitement loco-régional d'une maladie prédominante dans le foie et un traitement systémique pour cibler toutes ces cellules qui circulent dans le sang, puisque la diffusion de la maladie, elle se fait par le sang. Une deuxième étude très intéressante au même congrès, présentée par des Américains, avec un nouveau médicament d'immunothérapie de la même famille que le tebentafusp,
ce qu'on appelle une thérapie cellulaire avec le médicament IMA 203, donc qui va, lui, aller vers un autre antigène qui est plus ubiquitaire, plus fréquent à la surface de plein de cellules tumorales, 90% dans le mélanome uvéal, mais vous voyez 95% dans le mélanome cutané, 95% dans le cancer de l'utérus, qu'est-ce qu'on pourrait dire, 65% dans le cancer du sein triple négatif. Donc, c'est toujours le même système. On cherche un antigène de surface dont l'expression est différentielle entre des cellules normales et des cellules tumorales pour aller le cibler et aller diriger les cellules immunitaires contre ce marqueur qui permet au système immunitaire de se rappeler que cette cellule-là, elle n'est pas bonne, il faut la tuer. Et dans cette étude qu'on appelle de phase 1, donc toute tumeur, plein de cancers différents, vous avez vu la liste où c'est surexprimé, il y a un petit groupe de patients, 16 patients atteints de mélanome uvéal, HLA 0201 positif, parce que là aussi, il faut une présentation antigénique. 2 tiers d'entre eux avaient déjà eu du tebentafusp et tout le monde avait déjà eu un traitement dans le foie. Et bien pourtant, chez ces patients qu'on appelle très très lourdement pré-traités, le taux de réponse il est très intéressant. 2 patients sur 3 ont répondu, qu'ils aient reçu ou pas du tebentafusp, sur les métastases du foie, mais également en dehors du foie. Donc ça, c'est un élément important et on attend l'étude suivante qui va être dédiée au mélanome uvéal puisqu'il y a un signal fort dans cette première étude. La toxicité de ce traitement, elle est plus importante que celle du tebentafusp, elle est hématologique, c'est-à-dire que les globules blancs notamment vont diminuer. Laissez plus, Manuel, il va en parler après, donc juste le citer. C'est aussi une nouvelle combinaison d'une immunothérapie avec un autre type de médicament, mais je ne vais pas plus loin puisque Manuel va en parler. L'étude Early Together, elle est arrivée à son terme. Certains d'entre vous y ont sans doute participé. Donc cette étude, c'est proposer aux patients dès la prise en charge de leur métastase une prise en charge conjointe par les soins de support. C'est quoi les soins de support? C'est tout ce qui peut permettre d'aller mieux. La diététicienne si on a des problèmes de nutrition, la psychologue si on a du mal à gérer cette maladie, le traitement, les effets secondaires et les perturbations dans la vie que tout ça amène, mais également des médecins spécialistes de la douleur si on a des douleurs, et puis surtout un espace de parole avec une équipe pluridisciplinaire hyper disponible qui permettent aux patients de se sentir moins seul, à sa famille de se sentir moins seul, puisque les accompagnants sont aussi partie de cette étude. Et donc l'hypothèse était de se dire, si on accompagne d'emblée les patients, eh ben, on va peut-être mieux répondre à leurs questions, mieux les accompagner dans leurs besoins d'information, mieux les rassurer, être à l'écoute. Donc l'étude, elle a été menée avec Nice, on a fait l'étude à 2 centres, et je l'ai présentée en poster. Ben, pourquoi c'est pas centré? Bon, décidément, j'ai pas de chance avec ce poster. Donc, l'étude, elle est négative dans son objectif principal, mais c'est pas grave, les études négatives, faut en parler aussi parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans cette étude. Donc, l'objectif principal, c'est est-ce qu'on répond aux besoins d'accompagnement et d'information du patient? Ça, c'était la question numéro 1. Ben, dans les 2 groupes, les patients sont de la même façon satisfaits. Et il y a plus de 2 tiers des patients qui sont satisfaits d'emblée avec une amélioration au fil des consultations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance à une amélioration de la survie sans métastase et de la survie globale qui n'est pas significative à 1 an de suivi, mais comme si accompagner les gens dès le début, mettre tous les moyens dès le début, pouvait avoir un effet sur la prise en charge des symptômes et peut-être la maladie en général. C'est beaucoup trop tôt pour le savoir. En tout cas, on a plein d'informations également sur quels sont les symptômes, qu'est-ce que les patients ressentent dans cette maladie. C'est une maladie rare, elle est très mal décrite. Comme vous le savez, il y a rarement des symptômes lorsqu'on découvre les métastases, ce qui fait que c'est un peu compliqué de se rendre compte qu'on est malade et qu'on va avoir besoin d'un traitement. Le principal symptôme, et là il est colligé de façon
prospectives, donc ce n'est pas des élucubrations de docteurs, c'est montré sur le recueil de ces 162 patients, c'est la fatigue physique et psychique qui peut survenir, et finalement 3/4 des patients n'ont pas de symptômes. Voilà, donc on a mieux décrit la maladie. Peut-être qu'ayant peu de symptômes, l'accompagnement, il faut le modifier pour qu'il y ait un retentissement sur les besoins ressentis par les patients. Et on va continuer à suivre la cohorte pour voir s'il y a une amélioration de la prise en charge de la survie avec un plus gros recul. La dernière partie, c'est les traitements ciblés. Ça aussi, c'est des diapos que vous avez vus en partie l'année dernière. Donc, on va mettre à jour les données. Donc, une autre façon de traiter, pas la chimio, pas l'immuno, c'est ce qu'on appelle les traitements ciblés. Grâce aux chercheurs, on connaît mieux les voies moléculaires, les voies génétiques qui sont anormales dans cette tumeur en particulier, et notamment les mutations GNAQ, GNA11, qui représentent 90% des anomalies à l'origine de la maladie. Donc, on a envie de les cibler, de chercher des médicaments intelligents contre eux. Donc, dans un premier temps, on n'avait pas de médicaments directement dirigés contre ces mutations. Donc, on a agi, c'est les petits ciseaux, à chaque fois ça représente un médicament, en tout cas une tentative, sur ce qu'on appelle les voies d'aval. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être à la source, vous imaginez un circuit électrique, vous coupez le fil un peu plus bas, quoi. C'est pas tout à fait aussi efficace, mais c'est une façon de faire. Donc, il y a eu un certain nombre de médicaments utilisés pas efficaces, et finalement, il y a deux médicaments, enfin une combinaison et un médicament qui aujourd'hui sont intéressants et pour lesquels on commence à avoir des résultats. C'est le DYP688 qui est un inhibiteur direct des mutations. Et puis une combinaison d'un PKC inhibiteur, le darovasertib, avec un inhibiteur de la voie MET qui est aussi surexprimé dans les cellules de mélanome uvéal et particulièrement dans les cellules au niveau du foie, le crizotinib. Donc le DYP, c'est une nouvelle classe de médicaments. Donc on a vu l'immunothérapie nouvelle génération, les bispécifiques. Là, c'est un médicament qu'on appelle conjugué anticorps médicament. Mais en fait, c'est le même principe. Ce qu'on veut, c'est repérer la cellule cible tumorale et lui injecter à l'intérieur quelque chose qui va la tuer. Donc là, c'est pas la repérer pour que les cellules immunitaires viennent la bouffer, c'est lui injecter à l'intérieur l'inhibiteur spécifique de la mutation. Donc c'est un médicament très intelligent qui va déclencher l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, une fois qu'il a chopé la cellule et qu'il a injecté à l'intérieur le médicament. Donc ça a été testé dans une étude de phase 1, on dit first in man, ça veut dire que c'est la première fois que le médicament il est administré à l'homme. Il y a avant des études sur des modèles de cellules tumorales, de plein de types de cancers, dans des modèles animaux, et puis une fois qu'on a un certain nombre de données de prometteuses d'efficacité, mais également de tolérance, notamment chez l'animal, on va faire un premier essai chez l'homme. Et donc là, cet essai, il a été mené chez des patients qui avaient un mélanome uvéal ou pas d'ailleurs, métastatique, qui avaient eu plein de traitements. Ce qui était important, c'est qu'ils avaient tous la mutation GNAQ ou GNA11. Et donc dans la cohorte, il y a quelques mélanomes cutanés ou orbitaires qui ne sont pas des mélanomes de l'UV au départ. Important aussi, ce médicament, il se fout d'HLA2. Donc vous avez les plus et les moins, c'est les patients qui avaient ou reçu ou pas du tebentafusp. Et donc vous voyez toutes les barres vers le bas, c'est les patients chez lesquels il y a une diminution de la tumeur. Pourquoi il y a des barres de couleurs différentes? C'est les différentes doses qui ont été testées. Donc à toutes les doses testées au-delà de 8 mg kg, qui aient eu ou pas du TB avant, il y a des réponses. Et c'est confirmé dans les données qui ont été montrées au Congrès américain de cancérologie à Chicago en juin dernier à l'ASCO. D'une part, une drogue bien tolérée, avec une toxicité modérée à type de fatigue, de mauvais goût dans la bouche, d'œdème périphérique et d'hypercalcémie, mais donc c'est l'augmentation du calcium dans le sang, mais sans conséquences physiques. Et on retrouve notre piscine de tout à l'heure, des patients qui nagent très très loin,
des patients qui nagent très très loin à toutes les doses et qui sont traités pour certains plus d'1 an, voire jusqu'à 2 ans. Donc ce médicament, il est très prometteur et on attend la suite des événements. Entre-temps, il y a un changement de laboratoire pour ce médicament, donc ça va un peu retarder les choses, mais on espère bien qu'il va aller plus loin dans son développement. Et puis l'inhibiteur de PKC, le darovasertib. Donc je vous avais déjà montré l'année dernière les premiers résultats qui étaient prometteurs dans une cohorte de patients pré-traités. Donc toutes les barres vers le bas, c'est les patients qui sont en réponse du traitement et qui ont été actualisés cette année. Donc il faut regarder le petit tableau en orange ici. Donc là, on a la combinaison avec le MET inhibiteur. 1/3 des patients répondent. Et avec 2 ans de recul, on a une amélioration de la survie qui est équivalente à celle du tebentafusp chez des patients HLA 0,2 négatifs. Donc ça, c'est plutôt encourageant qu'on puisse avoir un traitement alterne chez les patients qui ne sont pas éligibles au tebentafusp. Le mauvais point, c'est la tolérance, parce que là, les 2 drogues qu'on utilise ensemble, elles ont le même spectre de toxicité. C'est une toxicité digestive. Donc, ce n'est pas de la toxicité digestive très importante, mais elle est permanente. Donc, on n'a pas faim, on est barbouillé, on a la nausée, on a la diarrhée. Donc, ce n'est pas très chouette pour la qualité de vie. Cette combinaison, pour moi, c'est le problème, c'est la tolérance n'est pas très bonne. Donc, peut-être qu'il va falloir aller vers des schémas avec des périodes en traitement, des périodes sans traitement pour trouver la façon que l'organisme puisse tolérer et que la qualité de vie soit bonne. Donc cette combinaison, on vient de terminer ce qu'on appelle la phase 3. Donc on a randomisé, comme le tebentafusp il y a quelques années, la combinaison des 2 médicaments versus, alors quand il n'y a pas de traitement standard, on dit traitement au choix de l'investigateur. Voilà. Comme c'est des patients HLA 0,2, 0,1 négatifs, on ne peut pas faire versus tebentafusp. On attend les résultats pour l'année prochaine. Et puis, ce médicament, il a été testé tumeur oculaire en place, d'abord dans une première cohorte, pour essayer d'éviter les nucléations à certains patients, ou pour réduire le champ et la quantité de rayons en protonthérapie ou en curithérapie, donc les conséquences sur la vision, par exemple, de type glaucome, décollement de rétine, etc. Donc, dans la première cohorte, oui, le médicament était efficace puisque 75% des 15 patients qui devaient être énucléés ont pu conserver leur œil. Et l'ESMO, donc il y a quelques mois, sur 90 patients de cette étude, c'est confirmé. Donc là, on est en monothérapie avec le PKC inhibiteur. Donc c'est plutôt moins mal toléré, je n'irais pas dire jusqu'à bien toléré, mais c'est plutôt moins mal toléré. Et on voit que chez 2/3 des patients, on réduit la taille de la tumeur et on peut réduire la dose de radiothérapie. Donc là, on a une étude d'enregistrement qui commence, randomisée, parce que pour enregistrer un médicament, il faut une preuve objective. La preuve objective, c'est je ne choisis pas le traitement, il y a un tirage au sort. Et s'il y a un bénéfice, le bénéfice, il est lié au hasard au sens statistique du terme, ce n'est pas le choix du patient ou du clinicien. D'accord ? Donc là, les patients ils vont être randomisés entre je reçois le traitement, c'est des comprimés, le darovasertib, pendant quelques mois avant le traitement de ma tumeur oculaire, ou j'ai directement le traitement de ma tumeur oculaire. Et ça vient de commencer. Voilà, donc on a un traitement de première ligne pour la moitié des patients caucasiens. Caucasiens, ça veut dire de race blanche, qui sont HLA 0,2, 0,1 positifs. Les autres sont négatifs. Donc pour les autres, des nouveaux médicaments sont prometteurs, au moins la combinaison et le DYP. Pour évaluer les patients sous tebentafusp, l'ADN tumoral circulant est une bonne piste associée à l'évaluation radiologique, bien sûr, et avec peut-être des nouveaux critères. Et grâce à ces nouveaux médicaments qui montrent une efficacité, on va pouvoir commencer à étudier on a déjà commencé à étudier les médicaments en situation plus précoce, tumeur oculaire en place, ou bien métastase opérable avec un traitement médical qui encadre
ce traitement des métastases pour essayer d'être le plus efficace, le plus longtemps possible sur la maladie. Voilà, je vous remercie. Alors, peut-on prédire l'espérance de vie d'une personne traitée pour un mélanome uvéal métastastique par immunothérapie avec du pembrolizumab? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous, on ne peut rien prédire du tout. Nous, on ne peut rien prédire du tout. La médecine, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques. Donc, les statistiques, ça donne une idée de l'efficacité des médicaments. Forcément, il faut en faire pour essayer d'avancer. Mais une personne traitée avec du pembrolizumab, l'espérance de vie, non. On peut dire, est-ce que ça va répondre ou pas? Mais est-ce que ça peut ralentir la maladie ou pas? Mais c'est l'évaluation à chaque séquence thérapeutique, les examens d'imagerie qui vont nous permettre de savoir comment un patient avec sa maladie qui a ses propres caractéristiques et un médicament donné, comment le trio fonctionne. Donc, on ne peut pas vous dire à l'avance si chez ce patient-là, tel médicament va marcher ou pas. Il y a des statistiques, mais chaque personne n'est pas une statistique, chaque personne est un individu, et on espère que le traitement qu'on propose est la meilleure option à chaque moment de la maladie. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question mieux que ça. Ce qu'on sait à chaque fois, et on en discute tous ensemble en réunion multidisciplinaire, c'est quelle est la meilleure option à chaque moment de la maladie à proposer aux patients. On a voulu le différencier puisque c'est un essai clinique qui a été monté à Curie et donc voulait le présenter spécifiquement. C'est un essai clinique où on a combiné le pembrolizumab dont on vient de parler, ou pembrolizumab, qui est pas mal comme nom. En fait, je vais peut-être le retenir pour la RCP. Avec le lenvatinib. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. J'ai laissé ma déclaration de conflit d'intérêt parce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans la présentation en médecine, mais c'est pour vous montrer surtout les liens qu'il peut y avoir avec les industriels. Et en particulier, justement, c'est un essai clinique qui vient de deux financements, entre guillemets. L'industriel Merck, qui avait lancé un appel à projet mondial pour tenter cette combinaison pembrolizumab-lenvatinib dans des maladies résistantes au traitement. Et donc, ils nous ont fourni le médicament gracieusement. Et en fait, l'essai clinique en soi a pu être réalisé sur un financement académique, un financement national, en fait, ce qu'on appelle un PHRC. Et donc, tout ce qui a été tout autour, tout ce qui a été la structure autour, c'est un financement public, pour vous donner une idée. Et combien ça coûte, un essai clinique comme ça? Un essai clinique très simple, parce que celui-là, il est très simple. Au doigt mouillé, c'est à peu près 10 000 € par patient. Donc là, si vous avez un essai clinique avec 50 patients, c'est 500 000 € juste pour la structure, juste pour qu'il y ait le personnel pour organiser cela avec un traitement qui est simple à gérer. Le médicament en soi, là, vous rajoutez dans les 6 000 €, 7 000 € par mois et par patient. Donc vous voyez que ça change d'ordre de grandeur. Donc on aurait été dans l'ordre en millions s'il fallait acheter le médicament nous-mêmes, si c'était pas Merck, MSD, et quelques centaines de milliers d'euros pour financer cet essai clinique. Alors j'ai pris des diaporamas, des photos, des images, d'illustrations que j'ai pu trouver sur Internet pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette combinaison. Le pembrolizumab, maintenant vous avez eu l'introduction par Maud tout à l'heure. C'est l'un de ces inhibiteurs de checkpoint dont on a parlé tout à l'heure qui va pousser l'immunité, qui va en fait réveiller le système immunitaire pour qu'il s'attaque au cancer et au passage peut-être aussi à certains organes sains. Et l'idée, c'est qu'on a vu par exemple qu'il peut y avoir ce micro-environnement tumoral, dans le foie en particulier, qui bloque la réponse immunitaire par des macrophages par exemple ou par d'autres types de cellules. C'est ce qui est représenté ici. Et c'est ça qui pourrait bloquer, l'une des hypothèses qui pourrait bloquer la réponse immune. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est soit lié à la cellule tumorale, soit lié à micro-environnement. Ben là, l'hypothèse, c'est de se dire, c'est ce qui se passe dans le micro-environnement. Et ça, c'est une représentation assez classique qu'on voit dans beaucoup d'articles médicaux, où ça représente une tumeur, et les boules en rose pastel sont les cellules tumorales en soi, et vous voyez qu'au milieu, il y a des cellules de nuances de bleu et de violet qui sont en fait des cellules immunes, des cellules de soutien qui peuvent bloquer la réponse immunitaire. Et donc l'idée, c'est de s'attaquer à elles et de s'attaquer aux signaux même qu'elles enverraient pour bloquer la réponse immunitaire et pour repousser les globules blancs qui voudraient s'attaquer au cancer à l'extérieur de la tumeur.
Et le médicament en question qu'on rajoute au pembrolizumab, le pembrolizumab, c'est des injections toutes les 3 ou 6 semaines. Le médicament en question, c'est un médicament par la bouche qui va bloquer l'un de ces signaux, par exemple, entre les macrophages et les cellules tumorales, et des signaux qu'il y a globalement dans le micro-environnement pour augmenter la réponse immunitaire. Et donc, il y avait 51 patients traités dans cet essai clinique. Tous étaient porteurs de métastases du mélanome uvéal et aucun n'avait reçu d'immunothérapie anti-checkpoint, donc n'avait jamais reçu de pembrolizumab avant. On avait fait 2 cohortes parce qu'en fait, c'était au tout début, le tebentafusp allait arriver et d'emblée, on avait comme un sentiment d'expérience de l'essai clinique qu'on avait eu ici, que les patients qui avaient du tebentafusp, on a l'impression que ça commençait à éduquer le système immunitaire et que le pembrolizumab qu'on donnait après marchait mieux que d'habitude. Donc on avait fait 2 cohortes différentes, une cohorte de patients qui n'avaient pas reçu de tebentafusp, 22 patients, et un groupe de patients, une cohorte, qui eux avaient tous reçu de tebentafusp avant, au nombre de 29. On a traité avec le pembrolizumab, le traitement par la bouche à côté en parallèle tous les jours, et on faisait des scanners et des IRM toutes les 9 semaines très précisément. Ça aussi, c'est une variation par rapport à la vie quotidienne où on dit qu'on refait l'imagerie tous les 3 mois environ. Là, c'est très précisément toutes les 9 semaines dans un essai clinique. Comment on juge l'efficacité ? Eh bien, on s'est positionné par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans cette situation, et on a dit qu'on regardait s'il y avait des résistances et le pourcentage de résistance qui apparaissait au bout de 27 semaines. 27 semaines étant 6 mois à peu près pour faire un multiple de 9, tout simplement, pour ça 27. Et voilà ce qu'on a obtenu. L'essai clinique est annoncé comme positif. C'est les chiffres qui sont là, c'est-à-dire que dans la première cohorte, les patients qui n'avaient pas reçu de tebentafusp, on disait qu'elle était positive s'il y avait moins de 16 patients ou moins qui résistaient au traitement, c'est-à-dire la maladie grossissait malgré le traitement dans les 6 premiers mois. Et le chiffre a été de 15. Dans le groupe de patients qui, eux, avaient tous eu du tebentafusp, on avait dit, on sera content, on dira que l'étude est positive, s'il y a maximum 17 patients qui résistent au traitement. Et il n'en a eu que 11. Donc en fait, l'étude est officiellement positive dans les 2 cas, mais clairement, on sent que les patients qui n'ont pas eu de tebentafusp avant, l'efficacité est relativement modérée en fait. Ça apporte pas grand-chose de se rajouter le lenvatinib en plus de ce qu'on a d'habitude avec le pembrolizumab. On avait dit avec le pembrolizumab, on en aurait à peu près 16. Là, on en a eu 15. On a décidé que sur cette base-là, c'était pas intéressant de continuer. Et par contre, les patients qui avaient déjà reçu du tebentafusp avant, là, c'est intéressant. En termes d'effets secondaires, c'est pas un traitement anodin. Ce serait un traitement anodin, pas cher, disponible en pharmacie, on le prescrirait dès le lendemain et on se poserait pas de questions. Là, c'est un traitement, pour vous donner un ordre de grandeur, qui a dû être suspendu chez 3/4 des patients. Donc on débute le traitement et on leur annonce, vous avez 3 chances sur 4 ou 3 risques sur 4 qu'on ait besoin de suspendre le traitement tellement il est toxique. 3 sur 4. On a dû le réduire d'une dose au moins chez 1/4 des patients. Et on a même dû l'arrêter chez 4% des patients. Quant au pembrolizumab, qui est quand même bien toléré, d'habitude, dans notre pratique courante, quand on le fait tout seul, on le suspend très rarement, 5% des patients peut-être. Là, on a dû le suspendre chez 22%. En fait, associer les 2 médicaments, on augmente clairement les réponses immunitaires et les toxicités immunitaires. On a même dû l'arrêter chez 4% des patients. Et ça, c'est des chiffres qu'on observe dans d'autres cancers. Dans d'autres cancers, parce que cette combinaison-là, on l'a pas inventée en fait. Elle avait déjà été traitée et utilisée dans d'autres cancers. Et nous, par exemple, on l'a prescrit au quotidien pour des patientes qui ont des cancers de l'utérus ou pour des patients qui ont des cancers du rein. On sait que ça marche bien, mais on sait que c'est très toxique. Et finalement, là, on a à peu près le même chiffre de toxicité. Pour vous donner un ordre de grandeur, une idée de quelles sont les toxicités qu'on observe avec ce médicament, il y a de la fatigue très fréquemment. Vous voyez, chez à peu près 70-80% des patients, il y a de la fatigue qui est induite par cette combinaison, de l'hypertension clairement liée au lenvatinib, le traitement par la bouche, chez 3/4 des patients. Là, c'est tout un groupe d'effets secondaires, 1, 2, 3, 4, qui sont des effets secondaires immunitaires du pembrolizumab, qu'habituellement on ne voit pas ou quasiment pas dans notre pratique. Par contre, quand vous donnez du lenvatinib, là, ça augmente fortement. C'est un peu rassurant, parce que ça nous dit vraiment qu'on augmente l'effet immunitaire, mais par contre, c'est toxique et c'est difficile à supporter, puisqu'on a même des effets secondaires sévères, jugés sévères, dans ce groupe chez 5 à 10% des patients, avec d'autres effets secondaires qui sont liés au lenvatinib. Donc pour la conclusion, puisqu'on a parlé pas mal de cette étude dans des journaux, oui, il y a des signes d'efficacité de cette combinaison, comme on a pu voir dans d'autres cancers, mais c'est principalement chez les gens qui ont reçu du tebentafusp avant. Est-ce qu'il faut le prescrire à tout le monde? La réponse est non. Dans d'autres cancers, ça avait été testé, on avait vu des signaux comme ça dans les cancers du poumon, dans les mélanomes de la peau par exemple. Quand on a voulu confirmer
Ça s'est pas confirmé dans les grands essais cliniques, donc il faut rester prudent. C'est peut-être chez les patients qui ont reçu du tébentafusp avant que ça pourrait potentiellement être intéressant. Attention, c'est toxique, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et surtout, ce qu'on est en train de faire là cette année, c'est qu'on est en train de recruter du monde pour saisir des données, l'idée étant de pouvoir comparer proprement aux dizaines de patients qu'on a pu traiter avant par tébentafusp et par pembrolizumab seul, avant que l'essai Plume arrive, pour voir si ça fait réellement mieux que ce qu'on voit d'habitude quand on traite après du tébentafusp. Voilà pour la présentation de Plume. Et encore une fois, c'est vraiment, pour vous dire, c'est beaucoup de boulot, parce qu'il faut faire un appel à projet pour un industriel, obtenir le médicament pour l'industriel, puis ensuite, avec l'académique, c'est beaucoup de gens dans l'ombre qui travaillent, que vous ne voyez pas du tout, et peut-être que la prochaine fois, on pourrait les faire venir aussi, ce qu'on appelle la promotion des essais cliniques. Et d'autres essais cliniques sont en préparation pour les prochains mois, prochaines années. Sur le même modèle, on a obtenu d'autres financements pour de nouveaux essais cliniques dans les prochaines années. Et maintenant, je peux rappeler Sophie pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais une question, s'il vous plaît. Ah, attendez. Oui. Comme j'ai vu dans un slide précédent, le mélanome uvéal est détecté chez des personnes qui ont plus de 50 ans, ce qui semble aussi visible dans la salle. Donc ça vient aussi avec tout un tas d'autres maladies dues à l'âge. Et est-ce que ces particularités donc dues au vieillissement, donc là je parlais, je sais pas, diabète, cholestérol, etc. Est-ce que c'est pris en compte dans vos essais cliniques et dans l'analyse de la patientèle? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui devrait être pris en compte? C'est une question. Est-ce que les interférences entre ces maladies secondaires qu'on a, qui étaient là avant le mélanome, les médicaments que l'on prend donc pour les traiter, et est-ce qu'il n'y a pas des interférences voilà, avec la maladie elle-même, les traitements, donc on comprend qu'ils sont efficaces mais qui ont une certaine lourdeur. Donc voilà, c'est... Avoir un diabète ou une hypercholestérolémie, c'est assez fréquent à partir de 50-60 ans. Donc, quand on participe à un essai clinique, sont notées à chaque visite les modifications cliniques, biologiques, des maladies et des traitements intercurrents. Et puis, mais à ma connaissance, on n'a jamais montré la moindre correspondance entre mélanome uvéal et maladie chronique et traitement. Bon, alors, excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Est-ce que c'est mal exprimé? T'as compris? J'ai pas compris. Le fait d'avoir à subir ces traitements, le fait d'avoir à suivre ces traitements, j'ai dit subir. Je sais pas, on peut avoir, je sais pas, de l'ostéoporose, du diabète, du cholestérol, et que ces traitements, les traitements de quoi? De l'ostéoporose ou du mélanome? Le fait d'avoir ces traitements secondaires, est-ce que ça peut interférer dans... Pas à ma connaissance. Voilà. Et est-ce que c'est étudié? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que... Voilà. Après, comme n'importe quel docteur, quand on voit un patient, on lui demande que prenez-vous comme médicament, et ça, c'est notre boulot de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Mais ça, c'est essai clinique, mélanome uvéal ou pas, quoi. C'est le travail d'un docteur. Parmi les pièges courants évidents pour nous, ça va être pour les thérapies ciblées, par exemple, comme le darovasertib qui avait été cité, ou le lenvatinib. Il y a beaucoup d'interactions, par exemple avec les médicaments pour le reflux gastro-œsophagien, tout ce qu'on appelle les IPP, des choses comme ça. Mais ça, c'est de la vie courante et c'est facile. En général, quand un patient est dans un essai clinique, on lui demande de nous donner tous les médicaments qu'il prend et de ne rien prendre sans avis médical. Parce que pour le coup, il y a un nouveau médicament qu'on met dans le jeu qui est en cours d'investigation. Et il pourrait y avoir des interactions inconnues qui se mettent à jour. Voilà, donc c'est peut-être ça que vous vouliez dire. En tout cas, on enregistre tout et on demande aux patients de nous tenir au courant s'il y a d'autres médicaments qui sont introduits par un docteur, parce qu'on peut avoir d'autres problèmes de santé. Et que ce qui compte, c'est de bien soigner tous les symptômes d'une personne. C'est pas l'essai clinique. L'essai clinique, c'est en plus. Oui, bonjour.
J'ai subi une énucléation au mois d'avril l'année dernière, donc 2025. La question que je me pose, c'est de savoir, vous avez dit, les métastases du mélanome uvéal se voient dans le foie, des fois microscopiques. J'aimerais savoir au bout de combien de temps il y a l'évolution de la métastase dans le foie. Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce qu'au bout de, je veux dire, plusieurs années, on peut s'apercevoir qu'on a le développement d'une métastase du mélanome après 5 ans qui arrive dans le foie? Ça, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible 40 ans après. 40 ans après? Bon. Je serais peut-être plus là, alors. En fait, en fonction des anomalies génétiques de la tumeur, il va y avoir un développement plus ou moins rapide, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le système immunitaire du patient. Et il y a des gens qui ont des maladies soi-disant à mauvais pronostic, qui dans les statistiques devraient faire des métastases dans les 3 ans, qui en feront jamais. Et à l'inverse, des gens qui ont une maladie qui est génétiquement gentille, et puis qui vont faire des métastases. Donc il y a ce qu'on connaît sur les risques, et puis après des facteurs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, l'interaction de la génétique, de l'immunologie, de l'âge du capitaine et je ne sais quoi encore, qui font qu'on ne peut jamais vous dire à 100%, vous, monsieur, vous n'en ferez jamais, ou vous, madame, vous en ferez sûrement. Voilà. Entre 0 et 40 ans. Ça, Bonjour. Ma question, elle reprend un petit peu du coup ce que disait monsieur, mais c'est vrai que... je vois pas qui parle. C'est moi. Ah pardon, bonjour. Bonjour. C'était plus, même si là, c'est pour parler statistiques et pas au cas par cas, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de patients comme nous, on se demande... Enfin, moi, j'étais diagnostiquée à 31 ans. Donc c'est vrai que en termes de, par exemple, de survie globale, avec ou sans métastase, on n'a pas de chiffres qui nous sont donnés, mais par contre, on nous dit que si on est traité, il y a 95 ou 87% de réussite par protonthérapie. Mais c'est vrai que ces chiffres-là, bah, voilà, enfin, ça reprend un peu les questions d'avant, mais c'est très souvent éludé. Et du coup, je voudrais savoir, moi, si quand même il existe des statistiques, même si elles sont mauvaises. Voilà, c'est bien de les savoir. Elles sont pas mauvaises, elles sont imparfaites. Des statistiques, c'est sur un groupe de patients. Voilà, on a pris un groupe de patients et on a fait des calculs. Mais c'est pas la réalité. Alors plus les groupes sont gros, plus on a de chances de refléter la réalité et encore. Par exemple, dans un groupe de 100 patients, on va avoir le risque génomique dans même pas la moitié d'entre eux, chez même pas la moitié d'entre eux. Donc comment on peut définir le risque de rechute? Juste sur la taille tumorale, on sait que c'est imparfait, on sait qu'il y a des grosses tumeurs qui vont jamais rechuter et l'inverse, et on aura le risque génétique que même pas chez la moitié des patients. Donc c'est des approximations, il faut bien que vous compreniez que c'est des stats, mais c'est en plus de l'approximation avec des données partielles. Oui, mais ces stats, on n'y a pas accès en tant que patient. Ah bah si, je pense que vous pouvez les trouver si vous les cherchez, hein. Est-ce que vous les avez? Bah, moi perso, je les ai pas, mais oui. Alors, donc, si vous voulez des chiffres, Alors, les stats, en Vas-y. fait, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, ces stats, parce que il y a des tailles tumorales T1, T2, T3, T4, et ça donne des stats de risque de rechute ou pas. Bah, en fait, c'est beaucoup moins intelligent que ça y paraît. On pense que c'est de la biologie, quelque chose qui est une réflexion là-dedans. En fait, c'est juste qu'on se met on partage nos données et on se dit, tiens, il faut qu'on fasse un groupe qui rechute peut-être dans moins de 10% des cas, il faut qu'on fasse un groupe qui rechute dans 30% ou dans 50% des cas, et on fait une approximation à la louche en se disant, allez, à peu près à 14 mm, ça commence à être gros. C'est très, très, très à la louche. Il n'y a pas de on-off, il n'y a pas de noir-blanc. Après, si on veut absolument avoir des chiffres, on peut tout à fait demander à son oncologue, et après on peut, à ce moment-là, chercher les chiffres des cohortes pour voir les chiffres, les courbes de survie. Mais une courbe de survie, et là je suis très très honnête en disant ça, je n'essaie pas d'éluder quoi que ce soit, c'est que même nos internes en médecine, ou voire les jeunes chefs, donc les gens qui ont un bagage de 6 à 10 ans d'études de médecine, ne sont pas capables de bien les expliquer. C'est compliqué à comprendre. Une courbe de survie, c'est très intéressant pour l'étude comme Plume, pour savoir combien de patients il me faut dans chaque groupe pour que je puisse prédire que ça va être efficace dans une phase 3, dans un essai d'enregistrement. Mais dans la vraie vie au quotidien, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien dans la pratique. Ça nous sert à nous pour savoir si on peut se permettre de faire que des échos ou s'il faut plutôt faire des IRM.
dans la vraie vie, c'est pas du on-off. Et après, on a les 2 exemples qui sont tombés là pour moi cette semaine. Quelqu'un, un de mes collègues en France, à qui il avait annoncé à une patiente, vous, c'est sûr, vous allez faire des métastases dans les 2-3 ans. Et 5 ans après, elle n'a pas de métastases, cette très jeune femme, et elle est complètement dévastée. Oui. Aussi psychologiquement, parce qu'elle s'était préparée à avoir des métastases et qu'elle n'en a pas eu. Ah bah oui, c'est juste une probabilité. Et dans l'autre sens, des patients qui avaient des petits grains de beauté, à qui on a dit c'est bon, vous c'est réglé, qui par contre, eux, font des métastases. Donc en fait, nous, ça nous sert de guide pour vous dire s'il faut plutôt faire des échos, plutôt des IRM, est-ce qu'on peut se mettre à faire tous les ans ou est-ce qu'il faut rester tous les 6 mois. C'est ça qui nous guide. Pour la question de 31 ans de suivi derrière, et le fait qu'il y ait des gens à 40 ans, c'est des, entre guillemets, histoires de chasse, des histoires très rares qui rechutent 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ce qui peut arriver. Dans l'autre sens, quand ça arrive 30, 40 ans après, vous vous en doutez, c'est assez logique, c'est des tumeurs qui rechutent de façon indolente, lente. Ce n'est pas des tumeurs qui rechutent de façon agressive. C'est ça qu'on surveille très fortement au tout début et moins après. Mais après, au cas par cas, on peut en discuter, mais une courbe de survie, c'est très compliqué à interpréter. Ce d'autant, détail supplémentaire, qu'aujourd'hui, un patient que j'ai diagnostiqué aujourd'hui, en surveillance, je suis sincèrement incapable de prédire sa survie, parce que moi, le darovasertib, je ne le connaissais pas il y a 1 an. Le tebentafusp, je ne l'avais pas il y a 3 ans. Donc, les choses sont en train d'améliorer la survie globale. Moi, je ne les connais pas, ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, dire à quelqu'un, vous allez rechuter dans 5 ans et mourir dans 7, moi, je ne sais pas ce que ça va être dans 7 ans. Sincèrement, pas du tout. Les statistiques d'aujourd'hui, elles sont faites sur des cohortes des années 2000. Il y a une question ici aussi. À propos d'interaction, on a pu lire dans la presse grand public, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, qu'il y avait eu une communication qui montrait que des gens qui avaient eu un vaccin contre le Covid, il me semble que c'était 100 jours avant le début de leur immunothérapie, avaient une bien meilleure réponse. Ça paraît un peu curieux. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Moi, non. Sur le mélanome uvéal en particulier, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je n'ai pas lu ce dont vous parlez. La vaccination contre un virus, ça paraît assez intelligent comme mécanisme pour mettre en branle l'immunité d'une personne. Est-ce que ça permet de muscler les globules blancs pour qu'ils voient qu'il y a des cellules tumorales parmi les cellules virales et ça me paraît assez intelligent. Maintenant, moi, je ne suis pas chercheur. Il y a peut-être des chercheurs qui veulent répondre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la vaccination anti-Covid ne favorise pas le cancer, n'aggrave pas le cancer, n'est pas contre-indiquée quand on a un cancer, ni quand on a un traitement contre le cancer. Voilà. Je vais répondre très très brièvement. Donc oui, effectivement, c'est des résultats très surprenants pour lesquels on ne s'attendait pas. Mais effectivement, dans l'histoire de l'immunologie, c'est pas la première fois qu'on sait que quand on commence à titiller le système immunitaire pour autre chose que ce qu'on observe, on a des effets surprenants comme celui-là. Et donc probablement, donc là je m'avance un peu, mais il y a en fait ces histoires d'antigènes croisés. Bah oui. En fait, certaines protéines peuvent ressembler à d'autres protéines. Il y a des petits bouts qui ressemblent à des petits bouts. Et donc, en fait, on a cet effet, en fait, pas attendu, mais qui va croiser. Et aussi, on sait que quand on stimule le système immunitaire, on a des effets vraiment systémiques. Toutes les cellules se retrouvent plus activées. Et donc, au bénéfice du cancer, on a la même chose pour le vaccin avec la tuberculose dans la vessie. Voilà, donc c'était un effet qui n'était pas attendu. Et il y a encore aujourd'hui des études de recherche pour regarder, mais pourquoi, en fait, ça marche. Il y a une question sur l'ADN tumoral circulant, là, en disant en Belgique, aucun laboratoire n'effectue ce genre d'études. Ce type d'analyse peut-il être intéressant quand on n'a pas de métastase? Alors, sur leur partie Belgique, donc nous, à l'Institut Curie, on prélève tous les patients qui sont sous tebentafusp à chacune de leur évaluation pour avoir des dosages d'ADN tumoral circulant, et vous aussi, à Nice aussi, voilà. Et on discute en réunion multidisciplinaire la double, entre guillemets, évaluation, ctDNA et imagerie du foie, par exemple, pour savoir si on va poursuivre ou pas un traitement. C'est évidemment pas la routine en France. On a un projet qui vient d'être accepté pour monitorer de façon
prospective, c'est-à-dire on revient pas au patient, mais de façon prospective, la réponse au T-benta-FUSP avec l'ADN tumoral circulant, et pour pouvoir prendre des décisions qu'on va essayer de catégoriser. On va essayer de catégoriser les patients pour essayer de donner des guidelines alors quand j'ai cette réponse radiologique et cette réponse sur le ctDNA, je continue, ou quand j'ai ça et ça, je fais autre chose, parce que on se pose des questions et on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Et donc, pour les patients qui sont traités en Belgique, nous, on travaille avec les collègues de Belgique. Et si les collègues oncologues veulent nous participer à notre recueil d'ADN tumoral circulant et aux études qui sont faites, c'est avec grand plaisir. Peut-être juste un Mais ça passe par l'oncologue, c'est pas le patient lui-même qui va le demander. Peut-être juste un commentaire de Marc-Henri, puis une question là, et ensuite la pause. Donc, on avait évalué, savoir si c'était intéressant pour les patients non métastatiques, et nos résultats avaient été négatifs. Donc, avec la génération de tests qu'on a actuellement, c'est pas intéressant. Par contre, on développe de nouvelles générations de tests ultrasensibles qui ne marchent pas encore, mais où là, ça pourra devenir intéressant. Donc, une question là-bas. Bonjour. Bonjour. C'est une question plus générale concernant les nouvelles thérapies, par rapport aux compositions chimiques de ces médicaments. Est-ce qu'on peut les comparer à la chimiothérapie, ou est-ce qu'il y a une différence avec la chimiothérapie? Enfin, quelle est la différence? C'est pas du tout de la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça détruit, ça dézingue des cellules qui sont en division. Les cellules, elles se renouvellent, se divisent, et donc c'est les cellules en division qui vont être tuées. L'immunothérapie, c'est l'éducation thérapeutique des globules blancs du patient pour qu'ils reconnaissent ces globules blancs, les cellules tumorales comme des ennemis et les détruire. Les thérapies ciblées, c'est ni l'un ni l'autre, c'est trouver une cible thérapeutique, enfin une cible dans la cellule tumorale qui a un fonctionnement, un hyperfonctionnement, un hypofonctionnement, bref, qui est différent de la même cible dans une cellule normale, et tirer bénéfice de cette différence pour y diriger un médicament. Alors après, il y a plusieurs façons de cibler, mais c'est des médicaments intelligents. Moi, je dis la chimiothérapie, c'est la bombe atomique un peu. Voilà, c'est un peu préhistorique, la chimiothérapie. D'accord, je vous remercie. Il y a une question ici. Bonjour. Par rapport au darovasertib, on a vu que pour les personnes HLA négatives, c'était une piste intéressante avec une bonne toxicité quand même. Oui. L'étude n'est pas encore terminée. Est-ce qu'il est prévu une mise à disposition anticipée L'étude, elle est terminée au recrutement, et les analyses, elles vont être faites en 2026-2027. Si, comme pour le T-benta-FUSP, il y a une telle efficacité que les agences américaines, européennes disent ce médicament est un futur, ces molécules sont des vrais futurs médicaments, il faut donc les mettre à disposition des patients, il y aura la même procédure. Mais on n'est pas avant 2-3 ans, vous avez vu. L'essai clinique TB, c'est 2017-2020. L'accès précoce, c'est 2022 et le remboursement 2025. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, ça fait 8 ans, en gros. 8-10 ans. Donc, Sacha me souffle que pour la partie adjuvante, donc pour la tumeur oculaire, ça sera évidemment encore plus tard. 5 ans, on peut rajouter 5 ans, je pense. Ouais. Peut-être une dernière petite question comme ça en ligne. Si vous avez des questions dans la salle, il y a une pause, donc on pourra reprendre après. Une question plutôt pour les ophtalmos, puisque c'est une question qu'elle a depuis ce matin, on n'y a pas répondu. Quel est le pourcentage de risque de métastase quand on a un mélanome uvéal, mais qui est dans l'iris, le mélanome iris? Alors, je ne vais pas pouvoir donner de chiffres pour toutes les raisons dont on a déjà parlé. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on sait que ces tumeurs étant de base déjà plus petites, potentiellement elles ont un risque qui est moins élevé, et d'autant que c'est montré dans toutes les études qui ont été faites jusqu'à ce jour que pour des volumes de tumeurs similaires entre celles qui sont localisées vraiment à la partie postérieure de l'œil et celles qui sont présentes à l'iris,
on a dans l'ensemble un taux de métastase qui est bien plus faible. Donc on peut dire que c'est plutôt, a priori, plutôt bénéfique, entre guillemets, d'avoir un mélanome à l'iris. Et enfin, dernier point, il y a probablement aussi une part biologique qui se joue, puisque ces lésions elles sont généralement présentes du coup sur des parties qui sont accessibles, on va dire, au rayonnement ultraviolet. Donc il y a probablement aussi des modifications sur le plan biologique qui se font et qui font que ces tumeurs sont un peu différentes de celles qui se trouvent sur la partie postérieure de l'œil. Donc, les patients HLA positifs, c'est 45 à 50% de la population, c'est pas un tiers. Et le fait d'avoir des métastases en dehors du foie ne nous fait pas changer de raisonnement. Ça peut nous faire changer de type de traitement loco-régional, par exemple, s'il y a une métastase osseuse. Mais sinon, on raisonne de la même façon que les métastases soient dans le foie ou dans le poumon. Et enfin, si on se fait opérer après du tébentafusp et qu'il n'y a plus de cancer visible, pendant combien de temps on continue le TB? Ben moi, j'en sais rien. Donc ça, on en discute tous ensemble. C'est très nouveau, hein, le tébentafusp. Donc ça ouvre des champs maintenant. Et l'association du traitement local type chirurgie de la métastase et du TB avant, après, que après, les deux, combien de temps, mon général, je ne sais pas. Je sais pas. À ce stade, nous, ce qu'on discutait tout à l'heure avec Olivier Lantz, on en fait un petit peu avant l'opération et après l'opération, pour l'instant, on n'en fait pas. Mais chaque cas est différent. Il peut y avoir des cas où, par exemple, si la rechute a été très précoce après la tumeur de l'œil, on va se débarrasser de la méta par voie chirurgicale et imaginons que le ou la patiente ait 35 ans, peut-être qu'on sera plus enclin à lui donner le maximum de chance au début. C'est vraiment des discussions multidisciplinaires au cas par cas pour le coup.